Salut Noam, tu es ancien policier, tu es lanceur d'alerte et tu es désormais chroniqueur aux médias TV. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, ma foi. Alors ensemble, nous allons aborder trois sujets. L'affaire criminelle qui embarrasse la police nationale, mais aussi Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Des messages de propagande anti-éducation nationale qui circulent dans les services de messagerie privée et ciblent en fait des enfants et des adolescents musulmans dans un contexte de surenchère islamophobe au sommet de l'État et dans les médias à large spectre. Et un sujet qui est un peu plus léger quand on n'a pas été victime, c'est les brouteurs, ces escrocs qui sévissent sur Internet et auxquels tu t'es confronté cette semaine. Commençons par cette affaire criminelle qu'on pourrait considérer, qualifiée en tout cas d'interne à la police nationale, sur laquelle tu as travaillé avec le pôle enquête et investigation du média TV. Peux-tu nous présenter les faits et la démarche que vous avez eue pour récolter les infos que tu peux nous donner aujourd'hui? Alors ça se passe à la Selle Saint-Cloud, dans une résidence privée, le 2 février au soir. Donc on a deux fonctionnaires de police qui se retrouvent dans l'appartement d'une policière qui s'appelle Caroline. Donc son amant, Michael, qui est d'autre part marié, qui est père d'une petite fille, vient à son appartement dans le cadre d'une relation extra-conjugale qui les occupe depuis plusieurs années. Donc, pense vraisemblablement qu'une dispute a eu lieu, un voisin entend des détonations, fait appel au service de police secours, et là, les policiers font la macabre découverte des deux dépouilles, donc de Michael et Caroline. Caroline a un couteau à la main, donc on suppose qu'il y a eu en fait une séquence de violence conjugale. Caroline aurait essayé de se défendre et Michael l'a exécuté d'une balle en pleine tête avant de retourner l'arme contre lui. Donc c'est un fait dramatique. Qui a été traité qui a été largement couvert par la presse nationale. Et à la suite de ça, donc, on reçoit quelques informations et quelques témoignages anonymes qui nous ont justement poussé à nous intéresser à ces faits. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que Michael et Caroline ont été tous deux fonctionnaires de police au commissariat de Puteaux il y a quelques mois. Et pour une raison qui nous échappe complètement, Caroline a été affectée au commissariat de Sèvres et Michael a quant à lui été détaché au commissariat de Suresnes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé cette décision de l'administration de les séparer et de procéder à ce détachement? Pour le moment, on n'a pas eu la réponse. Nos enquêteurs ont saisi le service officiel de communication du ministère de l'Intérieur. Ils ont tour à tour saisi le parquet des Hauts-de-Seine et le parquet des Yvelines. Alors pourquoi est-ce qu'on a saisi dans un premier temps le service de la police? C'était pour les interroger sur les raisons qui ont poussé justement la police à subitement les séparer, les détacher de leur commissariat d'origine. Donc nous, on a effectivement les échos et la rumeur, mais on n'a pas voulu en faire état. On a préféré poser la question à l'institution qui n'a pas souhaité nous répondre. On a ensuite saisi le parquet des Hauts-de-Seine pour savoir si toutefois, puisque Michael, ce soir-là, s'est vraisemblablement rendu auteur de violence à l'encontre de Caroline, s'il y avait eu un précédent, c'est-à-dire que si le parquet avait eu écho de violence au moment où les deux fonctionnaires entretenaient déjà leur relation extra-conjugale au commissariat de Puteaux au moment où ils étaient affectés là-bas et savoir s'ils avaient eu écho. Donc ils n'ont pas souhaité communiquer. Pour eux, il faut se retourner aujourd'hui vers le parquet de Versailles qui dispose de l'ensemble des éléments. Donc on n'a pas obtenu de réponse à ce jour du parquet des Yvelines. Hein. Mais on sait que, on a fait notre enquête et on sait qu'il y avait eu des signes qui montraient que des violences avaient été exercées sur la jeune policière. Alors c'est là qu'on voulait en venir. Donc il y a eu une séparation, c'est-à-dire et un détachement des deux fonctionnaires du commissariat de Puteaux vers, respectivement, on l'a déjà dit, le commissariat de Sèvres et le commissariat de Suresnes. Donc comme il s'agit du même département, on ne parle pas de mutation, on parle simplement de détachement administratif. Le bénéfice du détachement par rapport à la mutation, c'est qu'on peut passer outre les commissions paritaires et que ça se fait de façon très rapide, c'est-à-dire qu'on peut être détaché d'une heure à l'autre. Hein. Donc ça, c'est très simple au niveau de l'administration. Alors, on ne peut pas salir la mémoire d'une personne décédée, même si aujourd'hui Michael, vraisemblablement, serait un meurtrier, hein, selon les premières conclusions de l'enquête en tout cas. Donc naturellement, il faut appeler un chat, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a exécuté Caroline d'une balle en pleine tête. Donc, alors la première information qu'on a, c'est qu'on a les collègues de son commissariat et de sa brigade qui auraient quand même... malgré ça, hein, je dirais, et c'est peut-être compréhensible, même si ça reste assez sensible et assez polémique, organiser une cagnotte en faveur de la petite fille de Michael, puisque celle-ci est orpheline et qu'elle n'est responsable de rien. Les collègues du département des Hauts-de-Seine ont également
organisé une cagnotte sur Litchi pour la famille de Caroline et pour aider la famille à supporter les frais d'obsèques et tout ce qui est consécutif à cette triste et sordide affaire. Alors, les informations qui sont parvenues aux médias et qu'on essaye de faire confirmer en vain, pour le moment en tout cas, voilà, on n'a pas eu de confirmation officielle de ces informations, c'est que les collègues de Caroline se seraient aperçus il y a quelques mois de marques physiques sur son corps qui auraient pu être expliquées par des séquences de violences conjugales entre elle et Michael. Donc l'administration n'est pas en mesure de nous les confirmer, mais par contre elle nous confirme ce détachement qui serait intervenu à la suite justement de ces signalements. Donc la question qu'on se pose naturellement, c'est comment est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que si effectivement on a le moindre doute sur le fait que Caroline ait pu être victime de violences de la part de son collègue et amant, il faut essayer de comprendre ce pourquoi est-ce que le parquet n'aurait pas été destinataire de ces informations. Quelle est la procédure normale dans ce genre de situation ? Alors la procédure normale, c'est au minimum l'ouverture d'une enquête administrative et un avis au parquet des Hauts-de-Seine pour justement lever les doutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans l'ambiguïté. A priori, la conclusion est plutôt tragique, puisqu'il a fini par l'abattre, naturellement, en un seul mot. Mais je dirais... donc on se rend bien compte que, si vous voulez... Dans les scènes de violence conjugale, ça n'arrive pas comme ça subitement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un précédent, il y a peut-être une habitude. Il faut essayer, donc c'est l'enquête qui le dira, de comprendre ce qui s'est passé. Mais là, ce qui est certain, c'est que l'administration a eu ses échos puisqu'elle a procédé justement à un changement de poste pour les deux fonctionnaires et qu'elle les a séparés. Et naturellement, elle aurait dû saisir le parquet. Et si le parquet n'a pas pu conclure à des violences conjugales avérées et qu'il n'a pas pris les dispositions pour, sanctionner le fonctionnaire à hauteur des faits commis. C'est-à-dire qu'une enquête administrative, un détachement, ce n'est pas une sanction jusqu'à preuve du contraire. Normalement, il y a au moins un désarmement, il y a peut-être des sanctions administratives, un conseil de discipline, parfois une révocation dans ces cas-là, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a un loupé d'une certaine gravité puisqu'il a abouti à la mort tragique de Caroline et au suicide par la suite de Michael. Alors, les questions que tu soulèves expliquent peut-être la gêne des diverses institutions que nous avons contactées et qui ont botté en touche, parce que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avait été érigée en grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron. On regarde un petit zap pour s'en souvenir. C'est en martelant ce mot, honte, qu'Emmanuel Macron veut éveiller les consciences et lancer son grand plan contre les violences faites aux femmes. Un plan avec 3 priorités, l'éducation et le combat culturel pour l'égalité, un meilleur accompagnement des victimes et un renforcement de l'arsenal répressif. C'est un engagement de campagne du président de la République qu'il a répété plusieurs fois pendant la campagne, qu'il a répété y compris dans son discours au Congrès de Versailles. Et le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a annoncé également, a confirmé que l'égalité femmes-hommes était la grande cause nationale du quinquennat. Donc on est au-delà du vœu, on est dans la réalité. Micro, hier c'était la clôture du Grenelle contre les violences conjugales. Depuis le début du mois de septembre, associations spécialistes, acteurs de terrain ont pu échanger, travailler sur les multiples facettes d'une réalité qui continue à tuer en France. 117 féminicides jusqu'à présent en 2019. On va entrer dans le détail des mesures comme l'introduction de l'emprise dans le code pénal, le renforcement du numéro 3919, la question de la levée du secret médical, il y en a bien d'autres. Mais un mot d'abord sur l'esprit de ce Grenelle, Marlène Schiappa. L'enjeu pour vous, c'était de montrer que les violences faites aux femmes sont désormais au cœur des préoccupations du gouvernement et même de chaque ministère. C'était la mobilisation générale, en somme ? Oui, c'est tout à fait ça. Vous l'avez très bien dit, c'est une mobilisation générale puisque ce Grenelle, il a eu lieu en 3 temps. Un premier temps de mobilisation donc autour du Premier ministre avec 12 à 15 ministres, mais aussi le président de l'Association des maires de France, François Baroin, des soignants, des représentants de la gendarmerie, de la police, de la justice, des associations, des familles de victimes de féminicides. Il y a eu un deuxième temps de construction où toutes ces personnes ensemble ont travaillé. Il y a eu 4500 participants dans 11 groupes de travail à proposer des mesures. Et là, depuis hier, nous sommes dans le temps de la mise en action. Et donc, chaque jour, avec un ministre en charge d'un sujet, nous mettons en action la 50aine de mesures annoncées par le Premier ministre. Alors, Noam, tu avais un message pour Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, préposée aux questions d'égalité hommes-femmes, et dont le ministre référent est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, donc grand boss de la police nationale. Tout à fait. Alors, ma question, elle est bien simple, c'est est-ce qu'on aurait pu protéger Caroline ? Est-ce qu'on aurait pu empêcher ce qui s'est passé ? Je veux dire, très clairement, s'il l'avait déjà battue
et qu'on en a eu les échos, il aurait fallu peut-être agir en conséquence, c'est-à-dire prendre des sanctions, des mesures administratives et le désarmer au minimum, et protéger Caroline en la mutant, en changeant justement sa région d'affectation. Il y a beaucoup de possibilités qui se seraient présentées à l'administration, mais aujourd'hui elle est morte, elle ne reviendra pas. On présente nos condoléances à sa famille, à son entourage et à ses collègues, mais il est trop tard. Donc on ne peut pas laisser supposer ou laisser penser qu'aujourd'hui les policiers vont pouvoir agir et protéger les femmes sur le territoire national si on ne peut pas justement les protéger au sein même des commissariats. Je veux dire, est-ce que ce policier a bénéficié d'un statut d'exception? Qu'est-ce qui a motivé justement cette passivité complice de l'administration si toutefois il l'avait battu auparavant? En tout cas, le résultat est là. Le résultat est irréversible malheureusement à ce jour, mais on veut comprendre ce qui s'est passé afin que ça ne se reproduise pas. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la polémique de Trappes. En gros, tu as considéré que Didier Lemaire, le prof qui a fait parler de lui, en décrivant la ville où il travaillait comme une sorte de ville sous emprise islamiste, était desservi par son agenda politique, qu'il avait amené à ajouter de la stigmatisation à une ville déjà stigmatisée. Mais tu as beaucoup insisté sur le fait que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi lancé au vivre ensemble en France. Et cette semaine, tu nous parles d'une vidéo qui circule dans les messageries privées en région parisienne, au moins en région parisienne, et qui cible manifestement les enfants et les adolescents musulmans. On regarde un extrait. Je vais vous distribuer des feuilles. Vous allez dessiner le prophète Mahomet comme si c'était la prochaine couverture du nouveau Charlie Hebdo. Non, pas de question. Alors, sans vouloir porter un regard artistique sur l'ensemble du film, qu'est-ce qui te dérange dans cet extrait? Qu'est-ce qui fait que tu le trouves problématique? Alors déjà à l'origine, cette vidéo provient du site ou de la chaîne YouTube de ce qu'on appelle les Mokhtar Awards. Donc les Mokhtar Awards, c'est une cérémonie annuelle qui vise à récompenser des courts-métrages. Donc c'est avant tout une structure communautaire qui se bat contre en gros, le racisme anti-musulman et l'islamophobie. Donc sous un certain angle, c'est-à-dire en l'occurrence la défense des femmes voilées, le droit à la pratique religieuse, à la liberté religieuse, donc au sens large du terme. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est une structure communautaire qui concerne principalement les jeunes musulmans et qui les pousse à passer des messages en utilisant les supports artistiques, en l'occurrence le court-métrage. Donc jusque-là, pas de problème. Donc on a une vidéo qui a été créée à la suite de la marche du 11 janvier 2015 qui avait suivi les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et donc, alors cette vidéo, en l'occurrence telle qu'elle circule dans le 93 et dans le 78 aujourd'hui, principalement en tout cas, elle est amputée, je dirais, de son introduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, du contexte post justement attentat Charlie Hebdo, et donc elle démarre sur une scène où une enseignante réunit une classe et leur demande comme ça subitement de dessiner le prophète Mahomet pour incarner justement tel qu'il est incarné en tout cas dans le magazine Charlie Hebdo. Et ensuite s'ensuit l'observation ou la pensée intime d'un enfant pour qui le fait de matérialiser, dessiner le prophète est une violence parce que ça lui rappelle la discrimination et la stigmatisation dont font l'objet sa sœur voilée et sa mère qui porte le voile également. Et donc il passe du dessin finalement à une lettre qu'il adresse au prophète lui-même.
Donc, alors cette vidéo, elle a été interceptée sur les portables de certains adolescents de ces départements, 3 jours exactement après l'assassinat tragique de Samuel Paty. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de montrer finalement qu'il y a un discours officiel des autorités françaises, il y a un discours républicain de condamnation, certes, pour ce qui est de ce fait tragique, mais il y a aussi un contre-discours qui utilise les supports numériques. C'est-à-dire que ce discours, il est extrêmement violent parce qu'il est extrêmement stigmatisant cette fois à l'encontre des enseignants de l'éducation nationale. C'est-à-dire que là, dans cette vidéo, l'enseignante est décrite comme quelqu'un de violent, quelqu'un à l'égard des enfants. Oui, de méchant, puisque l'enfant lève la main pour pouvoir poser une question, elle lui répond non, absolument pas, d'une façon extrêmement ferme, et elle ramasse les dessins, elle se comporte de façon... elle est partisane de Charlie Hebdo, de la liberté d'expression, etc. Et donc la liberté d'expression et Charlie Hebdo sont systématiquement dans cette vidéo associés à la discrimination dont sont l'objet les femmes musulmanes. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de démontrer qu'il n'y a pas, que c'est un problème qui est relativement complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix qui dit une vérité et une autre qui dit une contre-vérité, c'est-à-dire qu'il y a un vrai combat. Donc il y a une sorte d'opposition entre le fait d'être français et musulman qui se dessine dans cette vidéo, en tout cas de l'être de manière sereine. De symétrie même, effectivement. Et il y a une symétrie avec les discours qu'on entend dans les chaînes d'information et même au sommet de l'État sur voilà, l'islam qui serait incompatible avec les valeurs de la République. Donc finalement, on a l'impression que ce qui a l'air opposé, finalement converge dans une sorte de séparation, de discours de séparation. Voilà, à la nuance près que l'école est obligatoire, en tout cas jusqu'à 16 ans, et que les enseignants de l'éducation nationale ne sont pas des cibles à abattre, mais sont les représentants de l'État dans l'institution éducation nationale, donc dans les collèges et dans les lycées. Donc on se doit justement d'être prudent à l'égard de ce genre de discours, parce que ce sont des discours de propagande qui visent à nuancer justement l'explication qui est donnée par les voix officielles quant à la condamnation justement de l'assassinat de Samuel Paty. Donc là, on a clairement 2 ou 3 jours après une vidéo qui circule et qui explique aux enfants qu'après tout, ce qui s'est passé, c'est peut-être normal puisque les enseignants sont méchants, on criminalise et on diabolise justement les enseignants au prétexte que les enseignants seraient partisans de la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression comme l'ensemble des libertés fondamentales sont là justement pour garantir notre bien vivre ensemble sur le territoire national. Et justement, il s'agit d'un contre-discours qui est alimenté, qui est détourné même, puisque la vidéo des Mokhtar Awards est... Je dirais, moi, j'en fais pas du tout la promotion. Je l'ai découverte il y a assez peu de temps dans ce contexte, justement. Mais elle vise à servir un intérêt particulier et elle est détournée, justement, pour manipuler les adolescents et pour salir, justement, la mémoire de l'enseignant Samuel Paty. Mais que faire quand on se rend compte qu'il y a justement ce contre-discours qui peut être tout aussi efficace dans sa nocivité que le discours hostile qu'on peut entendre dans les médias et qui participe du même élan? Que faire quand on est un enseignant? Que faire quand on est un parent pour justement briser cette corrélation, cette opposition entre l'institution éducation nationale et les enfants d'une certaine obédience? Alors en fait, effectivement, la réponse est complexe et très simple à la fois, c'est qu'on ne peut pas sous-traiter l'éducation de ces enfants à l'éducation nationale. C'est-à-dire que la première mission de l'éducation nationale, c'est non pas l'éducation, mais l'instruction. Donc c'est enseigner des matières, apporter un bagage en termes de savoir-faire pratique et théorique, mais les parents doivent s'impliquer à tout prix dans l'éducation de leurs enfants et malheureusement parfois surveiller les supports numériques. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, certes, est propriétaire de son téléphone et de son numéro de téléphone, mais ce qui circule sur toutes ces messageries, sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux, les parents doivent à tout prix en prendre connaissance pour pouvoir s'impliquer et contrôler justement les contenus de toutes ces communications, savoir qui sont les interlocuteurs de leurs enfants, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Et aujourd'hui, même si effectivement on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière pendant la rubrique sur Trappes, mais il y a quand même aujourd'hui des vérités qu'on doit pouvoir établir et on doit absolument condamner sans aucune nuance et sans aucune ambiguïté l'assassinat de Samuel Paty. On ne peut pas laisser pénétrer comme ça sur les téléphones de nos enfants des discours ambigus qui visent à expliquer que ce qui s'est passé a peut-être une explication. Tu voulais aussi nous parler sur un mode plus léger de ta rencontre avec des brouteurs. Alors c'est quoi un brouteur et raconte-nous cette rencontre?
Alors les brouteurs, ce sont, on en sourit, on prend ça sur le ton de la légèreté généralement, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques qui peuvent aller de l'appauvrissement, c'est-à-dire de l'escroquerie, parfois dans certains cas jusqu'au suicide, ça peut même aller très loin. Et ce sont des arnaqueurs sentimentaux en fait, qui sont souvent basés dans les pays d'Afrique ou des pays d'Asie du Sud-Est. Pour ce qui concerne la francophonie, c'est souvent des pays d'Afrique et principalement la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des gens qui viennent démarcher les personnes vulnérables sur les réseaux sociaux, en usurpant la qualité, l'identité et parfois les photographies de personnes réelles. Et donc derrière une jeune fille très élégante et très attirante se cache parfois justement un brouteur qui est un mâle africain, souvent trentenaire ou quadragénaire, dont le seul but et la seule présence sur les réseaux sociaux vise à extorquer des fonds à des personnes vulnérables. Alors toi, tu as commencé une conversation avec une jeune fille, en fait un brouteur. Et est-ce que tu peux nous raconter quel était le modus operandi ? Alors ils sont assez faciles à identifier parce que ce sont des gens qui viennent spontanément vers vous. Donc naturellement, j'ai aucun doute sur mon sex appeal naturel et sur le charme que je peux susciter ou dégager en tout cas au travers de ma présence sur les réseaux sociaux. Mais bon, quand une jeune fille de 24 ans vient et m'explique qu'elle est seule dans la vie, qu'elle est malheureuse en amour et que finalement je suis la solution à tous ses problèmes, bon naturellement, c'est pas un manque de confiance en moi, mais je peux considérer que cette demande peut être pour le moins douteuse ou un peu farfelue. Donc naturellement, cette fois, pour les besoins de la chronique, je me suis prêté au jeu et j'ai commencé à discuter avec cette personne. Donc cette personne m'a expliqué dans un premier temps qu'elle en avait 24. Quand je lui ai dit que j'étais beaucoup trop âgé pour elle, puisque moi j'en ai 45, elle m'a dit non, mais finalement je me suis trompé, j'ai mal renseigné ma fiche, j'en ai 28. Donc on sent que le profil est relativement récent, qu'il n'y a pas énormément d'amis. Quand elle a des amis, ce sont souvent des hommes qui ont relativement le même profil, donc des hommes européens ou pas, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose en tout cas qui cloche dans le profil et dans les informations personnelles qui peuvent concerner la personne. Donc ensuite la discussion s'est poursuivie. Donc la personne en est arrivée assez rapidement à m'expliquer qu'elle était vendeuse dans une boutique, mais que la boutique était fermée en raison du Covid et que donc ça avait engendré chez elle des besoins au plan financier. Elle habite naturellement une région qui est éloignée de la mienne, donc on ne peut pas se rencontrer. Moi, par mesure de prudence, je lui ai demandé assez rapidement de pouvoir communiquer avec elle via justement une messagerie vocale ou vidéo. Elle a toujours une bonne raison pour m'expliquer que c'est pas le bon moment, que la messagerie dysfonctionne. Bon, bref, ça ne se fait pas. Et comme ce sont des gens qui, matériellement et dans la vraie vie, louent des ordinateurs dans des cybercafés en Afrique. Donc le temps de location est payant. Donc elle est assez rapidement, elle en arrive à m'expliquer qu'elle doit faire ses courses à Calais et qu'elle n'a pas suffisamment d'argent et qu'il faut que je puisse l'aider. Donc moi je lui pose la question de savoir comment. Elle m'explique que je peux acheter des bons, des tickets, je crois, dans un bureau de tabac ou que je peux également lui faire un virement via PayPal ou via les comptes Internet. Donc voilà, elle m'envoie des liens, ou il m'envoie des liens et me demande de lui faire parvenir un virement et on pourra alors peut-être avoir l'espoir de s'entretenir sur un Messenger ou sur une messagerie vocale par la suite. Alors, c'est quelque chose qui est assez connu, mais il y a toujours des personnes qui se font avoir et ça peut aller très loin. Elles se sentent humiliées et peuvent même aller jusqu'à mettre fin à leur jour. Donc, si on connaît des personnes qui, disons, se sont quand même laissées avoir, quels conseils on peut leur donner ? Alors, il ne faut pas hésiter, au moindre doute, justement, à essayer de matérialiser le contact. Déjà, une personne qui s'intéresse à vous, parce que ça peut aussi arriver dans la vie, doit pouvoir discuter assez rapidement au téléphone, doit pouvoir utiliser les messageries vidéo. Si ce n'est pas possible à l'instant T, ça peut se faire assez rapidement. Mais en général, de toute façon, on les démasque assez vite parce qu'on sent que le profil, de toute façon, ne tient pas la route. Il est assez rapidement signalé, donc il a tendance à disparaître dans les 24 heures parce que les réseaux sociaux les identifient et justement mettent fin au profil, les suppriment assez rapidement. Et ça aboutit très rapidement à une demande, à une discussion autour de l'argent. Très rapidement, pour une raison X ou Y, la personne va vous expliquer qu'elle arrive à l'aéroport le lendemain, mais qu'elle s'est fait voler sa sacoche, qu'elle n'a pas de moyens. Il y a toujours une explication. Et si on s'est déjà fait avoir ?
On sait quoi? Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des témoignages de personnes qui s'étaient fait avoir parce que justement les gens ont relativement honte. C'est aussi ce qui les couvre et ce qui leur permet de prospérer. C'est-à-dire que les gens ont honte d'expliquer qu'elles se sont fait avoir par un brouteur. Et de toute façon, on peut toujours déposer plainte, mais la coopération internationale aujourd'hui ne permet pas, à son niveau de fonctionnement, de mener des enquêtes qui aboutissent. C'est-à-dire qu'en général, lorsque vous avez fait un virement via une plateforme de transit international ou une plateforme numérique, il est très difficile de récupérer ces fonds. Et d'ailleurs, les personnes sont avant tout des manipulateurs au plan psychologique et arrivent de toute façon à faire prospérer, je dirais, cette relation toxique. C'est-à-dire qu'en général, elle arrive à se faire des virements de façon assez régulière parce qu'elle a toujours une histoire à vous raconter qui va faire, ou alors qui va expliquer. Des outils de chantage. Alors les outils de chantage, c'est beaucoup plus grave pour les personnes qui n'ont pas d'argent ou qui sont plutôt réticentes quant au fait de réaliser des virements. On peut parfois demander aux gens d'envoyer des photos ou de produire des vidéos justement dénudées et de procéder par la suite à un chantage puisque les personnes de bonne foi sur les réseaux sociaux malheureusement laissent apparaître l'identité de leur famille ou de leurs proches, de leurs employeurs, de leurs collègues et les brouteurs menacent de renvoyer ces photos et ces vidéos justement à l'entourage immédiat ou au conjoint justement de la personne ciblée, si toutefois elle ne s'exécute pas quant à l'objet du chantage, en l'occurrence le virement de fonds dans la plupart des cas. En tout cas, voilà, c'est un petit conseil pratique. C'est vrai que cette chronique, ça sert aussi à ça. Merci beaucoup, Noam, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.